Le 30 août 2020, Marie-Pascale, une jeune et jolie institutrice de 26 ans, décide de se rendre chez son petit ami, Oulaye Guy, pour mettre fin à leur relation. Malheureusement, après avoir quitté le domicile familial, Marie-Pascale ne donnera plus aucun signe de vie à ses proches. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis Tracy et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de True Crime africain. Aujourd'hui, je vous propose de nous rendre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une nouvelle affaire, et cette affaire concerne Marie-Pascale Kofi Aou. C'est une histoire que je trouve triste, triste au regard à la fois de la banalité des faits, mais aussi de son issue du coup qui est dramatique. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous propose de découvrir ensemble les détails de cette affaire. On va faire comme d'habitude. Ce que je vous propose, c'est d'aller vous servir quelque chose de réconfortant, d'éteindre les lumières, vous installer confortablement et c'est parti. Nous sommes le 30 août 2020 dans le quartier d'Abobo. Marie-Pascale, qui est institutrice, est alors en congé au domicile de son père. Elle décide de profiter de cette pause dans sa vie professionnelle pour mettre un petit peu d'ordre aussi dans sa vie sentimentale. À ce titre, elle décide de se rendre chez son petit ami. L'objet de cette visite est double. Premièrement, Marie-Pascale souhaite lui annoncer évidemment qu'elle veut mettre fin à leur relation, mais dans la mesure où elle a un enfant avec son petit ami, elle souhaite également aborder avec lui les questions relatives à la garde et à la charge financière de leur enfant. Avant de partir, elle informe sa sœur de son déplacement, elle lui indique là où elle va se rendre, elle prend son enfant avec elle et elle s'en va. Malheureusement, c'est la dernière fois que la sœur de Marie-Pascale la verra en vie. Le mercredi 2 septembre 2020, soit 3 jours après le départ de Marie-Pascale, le père de Marie-Pascale décide lui aussi de se rendre au domicile de son petit ami Oulaye Guy. Comme je le disais, ça fait 3 jours que sa fille est partie. Il n'a plus aucune nouvelle d'elle. Elle ne répond pas au téléphone. Elle ne rappelle pas. On lui envoie des messages, elle ne répond pas. Plus aucun membre de sa famille n'a de ses nouvelles. Plus aucun de ses amis n'a de ses nouvelles. Son père est donc particulièrement inquiet, d'autant plus qu'elle s'est déplacée avec son enfant qui n'est âgé que de 1 an et demi. Il décide donc de se rendre au domicile de Oulaye Guy puisque la sœur de Marie-Pascale a indiqué à leur père là où se rendait sa sœur. Il se rend donc au domicile de Oulaye Guy et lorsqu'il arrive sur place, il a un mélange de sentiments. Il est d'abord surpris et soulagé parce qu'il découvre sur place son petit-fils. Mais son inquiétude est finalement grandissante parce que sa fille n'est pas sur place. Et surtout, lorsqu'il discute avec Oulaye Guy, celui-ci lui indique qu'effectivement, Marie-Pascale s'est bien présentée à son domicile le 30 août 2020. Ils ont discuté ensemble, elle a mis fin à leur relation, elle a décidé de désormais lui confier la garde de leur enfant et elle est repartie. Et à partir du moment où elle est partie, lui-même n'a plus eu aucune nouvelle de Marie-Pascale. Là, le père est de plus en plus inquiet et il décide alors de demander à Oulaye Guy, l'ex-petit ami de Marie-Pascale, de l'accompagner au commissariat
pour déclarer la disparition de sa fille. Les deux hommes quittent donc le domicile de Oulaïgui et se rendent au commissariat du 15e arrondissement, qui est donc le commissariat d'Abobo. Là, ils déclarent la disparition de Marie-Pascale. Dans la mesure où Oulaïgui est la dernière personne à avoir vu Marie-Pascale en vie, il est tout de suite interrogé par le commissaire qui reçoit donc la déclaration. Très vite, le commissaire va se rendre compte qu'il y a des incohérences dans les déclarations de Oulaïgui. Il va donc non pas l'interroger comme un simple témoin, mais l'interroger comme un suspect. Mais surtout, au-delà des incohérences qu'il détecte dans les déclarations de l'ex-petite amie, il y a une information dont le commissariat a connaissance et qu'à ce moment-là, le père de Marie-Pascale et son ex-petite amie n'ont pas, c'est que la police a immédiatement fait le lien entre la déclaration de disparition qui a été faite par les deux hommes et un corps qui a été découvert la veille dans un dépotoir à Abobo. Face aux incohérences et connaissant l'existence d'un corps non identifié, la police décide de procéder à une perquisition au domicile de l'ex-petite amie Oulaïgui. Ils rapportent donc à Oulaïgui ce qu'ils ont retrouvé. Ils lui font part des incohérences qu'ils ont pu détecter dans ses déclarations. Ils lui parlent également du fait qu'un corps a été retrouvé. Et là, il craque et passe immédiatement aux aveux. Il avoue que oui, c'est bien lui qui a tué Marie-Pascale, c'est bien lui qui s'est débarrassé du corps dans le dépotoir et c'est bien lui du coup qui est l'assassin de son ex-petite amie. Mais pourquoi? Pourquoi avoir décidé d'assassiner ainsi la mère de son fils? L'histoire entre Marie-Pascale et Oulaïgui date de plusieurs années. En fait, les deux se rencontrent alors qu'ils sont encore étudiants, ils étudient dans la même école. Ils se rencontrent, ils s'apprécient et décident en fait d'entamer simplement une relation amoureuse. Tout se passe très bien entre eux jusqu'à la dernière année de leurs études supérieures. Cette année-là, Marie-Pascale et Oulaïgui doivent tous les deux se présenter en fait au BTS, le brevet technicien supérieur. Et en fait, les résultats à cet examen vont avoir des conséquences assez néfastes sur leur relation dans la mesure où Marie-Pascale va brillamment réussir à ses examens, tandis que Oulaïgui, lui, va échouer. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout simplement prendre des chemins différents. Son BTS en poche, Marie-Pascale, elle, décide de suivre les traces de son papa et donc de se présenter au concours du CAFOP. En fait, le CAFOP, c'est le centre d'animation et de formation professionnelle qui forme les maîtres de l'institution primaire. En gros, c'est le centre de formation des instituteurs. Donc, elle passe ce concours du CAFOP et à 26 ans, elle a son concours du CAFOP en poche. Elle est affectée dans le département de Duékoué, dans une école primaire publique de Guitrozo 5. Alors, Duékoué, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. S'il y a des Ivoiriens qui passent par ici, n'hésitez surtout pas à me dire si ma prononciation est bonne, sinon n'hésitez pas à me corriger. En tout cas, Marie-Pascale est affectée à l'école primaire publique de Guitrozo 5
dans le département de Duékoué et elle est en attente de son rappel. Pardon. Alors, le rappel, qu'est-ce que c'est? Je suis partie du principe qu'il s'agissait de son rappel d'intégration puisqu'elle venait d'être affectée dans une école primaire. En fait, le rappel, c'est une espèce de salaire en fait, qui va être payé soit aux fonctionnaires qui sont titularisés, soit aux personnes qui viennent d'être nommées dans la fonction publique. Et en fait, cette somme va prendre en considération la période qui englobe l'acte d'intégration, d'affectation, jusqu'au mois où on va mettre en solde donc l'argent qui est dû à l'agent. Donc elle était, elle, en attente de son rappel. Pendant que Marie-Pascale continue d'avancer dans la vie, gravit les échelons, on a à côté Oulaye Guy qui lui rumine son échec. Il n'arrive pas à accepter la situation. Sa copine a réussi son examen, elle a passé un autre concours, elle a été affectée, elle est devenue fonctionnaire. Lui, à côté, il a échoué à son examen, il est au chômage, il se cherche encore. Et c'est une situation qu'il n'accepte pas du tout. Ça le frustre horriblement. Il est tellement frustré qu'il devient un tout autre homme avec Marie-Pascale et surtout, il devient un homme violent. Il frappe régulièrement sur Marie-Pascale, il lui fait des reproches, il l'a menacée à plusieurs reprises. Bref, c'est devenu quelqu'un de différent avec sa petite amie. La dégradation de cette relation ne va quand même pas empêcher Marie-Pascale et Oulaye Guy de devenir parents, puisque au moment des faits, Marie-Pascale et Oulaye Guy sont parents d'un enfant de 1 an et demi. Alors, au cours de mes recherches, je n'ai pas réussi à confirmer le sexe de l'enfant. En fait, à plusieurs reprises dans mes recherches, je vois qu'il s'agit juste d'un enfant, d'un bébé, mais certaines fois, j'ai vu qu'il s'agissait d'un fils, mais ce n'était pas de manière générale. Donc, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas de certitude sur le sexe de l'enfant, mais comme je n'ai jamais vu que c'était une fille, on va partir du principe que c'est un fils pour le reste de mon récit. Donc, au moment des faits, Marie-Pascale et Oulaye Guy ont un fils qui a 1 an et demi. Et malgré la naissance de cet enfant, Oulaye Guy ne va pas changer. Il est toujours violent physiquement avec Marie-Pascale. Ces violences physiques vont être telles que les parents de Marie-Pascale vont intervenir dans la relation pour s'y opposer totalement. Ils vont même prendre quelques mesures puisque le père de Marie-Pascale va interdire à Oulaye Guy de mettre ses pieds dans son domicile à lui. La mère de Marie-Pascale, qui elle habite à Boaké, va décider de faire la route jusqu'à Abidjan, à Abobo, simplement pour dire aux deux amoureux d'arrêter de se fréquenter, de mettre fin à la relation. Alors, il faut quand même noter que Boaké à Bobo, c'est 6 heures de route sur Mapi. 6 heures de route sans compter l'état des routes africaines. Donc, imaginez un petit peu la longue route que cette maman a dû faire juste pour dire à ces deux jeunes d'arrêter de se fréquenter parce que la relation n'était pas bonne pour eux. Voilà, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention pendant mes recherches, de voir qu'un parent a décidé de faire tout ce déplacement juste pour dire cette relation n'est pas bonne pour vous, il faut l'arrêter, quoi. C'était une petite parenthèse. En tout cas, tous ces événements vont faire leur chemin dans la tête de Marie-Pascale et elle va finalement s'autoriser à croire à nouveau à l'amour. La rupture, pour elle en tout cas, semble consommée. C'est dans ce contexte-là qu'elle fait la rencontre d'un autre enseignant qui lui également est affecté à Duékoué.
toujours, ma prononciation, je ne sais pas si elle est bonne. Donc, elle rencontre un autre enseignant qui est également affecté à Duekwe et à ce moment-là, elle prend la décision de mettre officiellement fin à sa relation avec Oulaïgi. Et on arrive donc à la date du 30 août 2020, lorsque Marie-Pascale décide de se déplacer chez Oulaïgi pour lui annoncer en fait la fin de leur relation. Elle arrive chez Oulaïgi et ils discutent tous les deux. Elle lui annonce la fin de la relation et comme vous en doutez, compte tenu du comportement de Oulaïgi, il ne prend pas très bien la chose. Et très vite, la discussion dégénère entre eux, une dispute éclate. Et selon les dires de Oulaïgi, je précise bien selon les dires de Oulaïgi, elle se serait saisie d'un couteau pour le menacer. Alors, petite parenthèse encore, je pense que si elle s'était véritablement saisie d'un couteau, compte tenu de la personnalité de son petit ami, à mon sens, ça aurait plus été pour se protéger que pour le menacer. Et peut-être aussi que c'est plutôt lui qui s'est saisi directement du couteau au regard de la situation. Mais bon, on va rester sur la version officielle. La version officielle, c'est que selon lui, elle s'est saisie d'un couteau pour le menacer et donc lui, pour se protéger, se serait saisi d'une pierre et lui aurait porté plusieurs coups à la nuque. Plusieurs coups à la nuque. Ces coups vont lui briser la nuque, elle tombe et il va la laisser se vider de son sang devant leur fils en pleurs. Il laisse la mère de son enfant se vider de son sang devant leur enfant qui est en pleurs. No comment. Quoi qu'il en soit, après avoir tué Marie-Pascale, il se retrouve avec un corps dont il doit se débarrasser. Notez bien, Oulaïgi, qui est âgé de 29 ans à l'époque, vit encore avec sa mère. Nous sommes le dimanche et sa mère est allée à l'église. Elle ne va pas tarder à rentrer donc de l'office religieux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le corps, il le met dans un sac, il récupère le sac et il le met dans une barrique qui se trouve dans un coin de la maison. Et ensuite, il va passer le reste de la journée comme si de rien n'était. Il va simplement indiquer à sa mère que Marie-Pascale a décidé de lui confier l'enfant. Il va donc attendre d'être seul le lundi 31 août 2020 pour louer les services d'un charretier. Donc, il loue les services d'un charretier, il charge le corps dans le charretier et il décide d'aller déposer le corps dans un ravin qui se trouve dans un dépotoir dans le quartier d'Abobo. Il dépose le corps et il s'en va. Le corps, lui, va être très vite découvert, puisqu'il va être découvert dès le lendemain. C'est-à-dire que le 30 août 2020, Oulaïgi assassine Marie-Pascale. Le 31 août, Oulaïgi se débarrasse du corps dans un ravin, dans un dépotoir dans le quartier d'Abobo. Le 1er septembre 2020, un jeune homme qui est à la recherche de débris de fer dans ce dépotoir découvre avec horreur un corps dans le dépotoir. Il en informe immédiatement les riverains qui, eux, appellent la police. La police se déplace sur place et fait les constatations d'usage. Il s'agit d'une jeune femme d'environ 1,66 m portant une robe fleurie. Ce sont en fait les indications qui vont être notées sur le rapport qui sera effectué à la suite de la découverte de ce corps et qui vont justement permettre de faire le lien
entre le corps qui a été découvert et la déclaration de disparition qui sera plus tard effectuée par le père de Marie-Pascale et Oulaye Guy. Le 2 septembre 2020, c'est le jour où le père de Marie-Pascale décide de se rendre chez Oulaye Guy parce qu'il est inquiet de ne pas voir sa fille depuis 3 jours. Il se rend ensuite à la police pour faire la déclaration de disparition et la suite, vous la connaissez. Oulaye Guy passe aux aveux et déclare avoir assassiné Marie-Pascale parce qu'elle avait décidé de le quitter. Alors, je n'ai pas trouvé d'éléments concernant la suite judiciaire qui a été donnée à cette affaire. Tout ce que je sais, c'est que Oulaye Guy a été déféré devant le tribunal pour être jugé. Je pense que c'était plus pour son placement en détention. Je n'ai pas eu d'informations concernant un procès ni une condamnation définitive qui aurait été prononcée contre lui. Mais c'est assez symptomatique en fait des affaires criminelles que je trouve et que j'essaie d'étudier dans le cadre de cette chaîne. On trouve très peu d'informations, très peu d'éléments sur la personnalité de la victime ou du criminel. On trouve également très peu d'éléments sur les suites judiciaires qui ont été données à ces affaires. Mais ce que je sais, c'est que dans beaucoup de pays en Afrique, vous avez des personnes qui sont en détention provisoire depuis de très nombreuses années, alors que aucun acte d'accusation n'a été établi, aucune audience, aucun procès n'est en vue, et donc aucune condamnation n'a été prononcée. Donc il est possible que Oulaye Guy aujourd'hui se trouve dans cette situation-là. En tout cas, si des personnes qui connaissent cette affaire passent par ici et ont des éléments concernant la suite judiciaire qui a été donnée à cette affaire, n'hésitez surtout pas à me le laisser en commentaire. Je lirai avec plaisir les informations que vous pourrez m'apporter. Voilà, c'était la fin de cette histoire, une histoire que je trouve vraiment triste à bien des égards. La première raison pour laquelle je trouve quand même que cette histoire est triste, c'est que en fait, elle part de quelque chose que je trouve très banal dans la vie. Vous avez souvent en fait des jeunes gens qui se rencontrent parce qu'ils fréquentent le même cercle, la même école, les mêmes amis. Ils décident de se fréquenter et puis en fait, ils grandissent, ils évoluent tout simplement dans des cercles différents, ils prennent des routes différentes et décident de se séparer. Ça arrive aussi souvent à des adultes qui à un moment donné de leur vie ont énormément de points communs et puis finalement chacun grandit, vieillit d'une manière différente et on décide de se séparer parce que bon bah on ne se trouve plus d'atomes crochus, on ne se trouve plus de points communs et on décide de partir finalement avec une personne avec laquelle on a un peu plus de points communs. Là dans cette histoire malheureusement ça se finit de manière dramatique et je trouve que la banalité de la situation ne justifie pas du tout une telle issue. Voilà. La deuxième raison pour laquelle je trouve cette histoire triste, c'est que vous avez une jeune femme qui s'est donnée quand même pour réussir à atteindre certains buts dans la vie. Elle a terminé ses études, elle a passé des concours, elle a été affectée, elle est devenue fonctionnaire. Elle attendait aussi de manger le fruit de son travail puisqu'elle attendait en fait son rappel dans le cadre de son affectation. Et malheureusement, elle ne pourra même pas avoir le bonheur, la satisfaction de manger le fruit de ce travail. Et je trouve ça vraiment très, très, très frustrant. Je suis frustrée pour cette jeune femme parce que je me dis que moi, par exemple, qui ai fait des études supérieures, j'ai attendu longtemps avant d'avoir la satisfaction de me dire, voilà, j'y suis arrivée, j'ai terminé, d'avoir son premier salaire, etc. Et si quelqu'un devait vraiment nous priver de ce bonheur très simple, enfin, je trouve ça horrible. Voilà. Et la dernière raison pour laquelle cette histoire m'a beaucoup touchée aussi, c'est que
ce père, en fait, a été d'un égoïsme tel qu'il a décidé de priver son enfant, non seulement de sa mère, mais également de son père au final. Parce qu'il tue la mère, mais lui va en prison. Donc au final, on se retrouve avec un enfant qui est doublement orphelin. Et surtout, il tue la maman devant l'enfant. Et j'ai envie de dire que dans ce malheur, il y a finalement un point positif. Hein, le terme est un peu mal choisi, mais le seul point positif que je trouve, c'est que l'enfant était très jeune. Il n'avait que 1 an et demi. Et j'espère en fait que le traumatisme de la mort de sa mère devant lui sera effacé avec le temps. Qu'il a été recueilli par la famille de Marie-Pascale, qui saura l'entourer de l'amour nécessaire pour qu'il grandisse dans un foyer chaleureux. Voilà, c'est vraiment tout ce que je souhaite à cet enfant. J'espère que cette histoire vous a captivé autant qu'elle a su me toucher personnellement. Si vous avez aimé découvrir cette histoire, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu ou à me laisser des commentaires. Je prendrai vraiment plaisir à les lire. N'hésitez pas également à partager avec moi des histoires africaines en particulier que vous aimeriez me voir traiter sur cette chaîne. Et si vous souhaitez être tenu informé des vidéos de True Crime qui sortiront sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est encore mieux. Dans tous les cas, je vous laisse découvrir des autres vidéos qui sont déjà sorties sur cette chaîne. La vidéo sur Ephraim Ngula au Congo-Brazzaville et sur Paola Buffon Crespo en Espagne. En attendant donc de nous retrouver pour la prochaine vidéo de True Crime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà. En attendant de nous retrouver pour la prochaine vidéo de True Crime, n'oubliez pas de fermer vos portes et vos fenêtres. Bye!